Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Inside News. Dans cette édition d'analyse, nous allons parler de quelque chose que vous utilisez chaque jour sans le voir. Quelque chose qui fixe le prix de votre carburant, influence le taux d'intérêt de votre prêt, détermine pourquoi certains pays s'enrichissent et pourquoi d'autres s'appauvrissent malgré des sous-sols pleins de ressources. Et quelque chose qui explique, en ce moment précis, pourquoi des bombes tombent sur l'Iran. Regardez bien ce chiffre. Le 5 mars 2026, les gardiens de la révolution iranienne ont fermé le détroit d'Ormuz aux navires liés aux États-Unis et à leurs alliés. Mais pour l'Inde, la Turquie et la Chine, la voie reste navigable, avec une seule condition: régler la cargaison en yuan chinois, pas en dollars. En 16 jours, Téhéran a accompli ce qu'une décennie entière de sommets des BRICS, de propositions de pétro-yuan, de discours anti-dollars n'avait jamais réussi à faire. Il a forcé un choix binaire à chaque acheteur de pétrole sur la planète: le dollar américain ou l'énergie. Et les télévisions du monde entier répètent en boucle un seul mot: le nucléaire. C'est le récit commode. Le récit qui évite de poser les vraies questions. Parce que si vous comprenez ce soir ce qu'est vraiment le système pétrodollar, comment il fonctionne, comment il a construit la domination américaine depuis 50 ans et ce que l'Iran vient de faire concrètement à son architecture, vous ne pourrez plus regarder ce conflit de la même façon. Ni les factures d'énergie qui arrivent chez vous en ce moment, ni le silence calculé de Pékin depuis le début des hostilités. Ce soir, nous allons tout décortiquer. Pour comprendre pourquoi le dollar règne, il faut remonter à 1944. La Deuxième Guerre mondiale n'est pas encore terminée, mais les grandes puissances occidentales savent déjà que l'Axe sera vaincu. Elles se réunissent à Bretton Woods, dans le New Hampshire, pour reconstruire un système financier mondial mis en miettes par la guerre. Le constat est d'une brutalité clinique. L'Europe est dévastée, le Japon en ruine, l'Union soviétique saignée à blanc. Une seule économie sort du conflit non seulement intacte, mais renforcée. Les États-Unis représentent à cette époque environ la moitié de la production industrielle mondiale. Leur territoire n'a jamais été bombardé. Leur base manufacturière tourne à plein régime. L'accord de Bretton Woods est donc logique dans sa construction. Chaque dollar américain est convertible en or au taux fixe de 35 $ l'once. Les autres devises du monde sont arrimées au dollar. Le monde ne tourne plus directement autour de l'or. Il tourne autour du dollar, qui lui-même tourne autour de l'or. Une architecture de confiance adossée à la puissance américaine. Et pendant 20 ans, elle fonctionne parfaitement. Le commerce mondial explose. La reconstruction de l'Europe se finance. Le Japon se relève. Mais cette architecture contient en elle-même un défaut fatal. Elle oblige les États-Unis à maintenir des réserves d'or suffisantes pour couvrir tous les dollars en circulation dans le monde entier. Et à mesure que le dollar se répand sur tous les continents, à mesure que l'économie mondiale grandit, cette promesse devient de plus en plus impossible à tenir. En 1965, le ministre des Finances français, Valéry Giscard d'Estaing, désigne déjà le problème. Il décrit le statut de monnaie de réserve mondiale du dollar comme un privilège exorbitant pour les États-Unis. Un pays qui peut financer ses déficits en émettant une monnaie que le monde entier est contraint d'utiliser. Ce privilège allait, dans les années suivantes, se cristalliser dans une forme encore plus puissante que personne n'anticipait vraiment. Les fondations craqueront le dimanche soir du 15 août 1971. Et ce qui va les remplacer sera plus solide que l'or. Le 15 août 1971, Richard Nixon prend la parole à la télévision américaine. En quelques phrases, il annonce la fin de la convertibilité du dollar en or, ce que les économistes appelleront le Nixon Shock. La raison est concrète et documentée. Les dépenses colossales de la guerre du Vietnam, combinées aux programmes sociaux de l'ère Johnson, ont fait exploser la masse monétaire américaine. Il y a trop de dollars en circulation dans le monde par rapport aux réserves d'or américaines. Et la France du général de Gaulle avait commencé à convertir massivement ses dollars en or depuis Fort Knox. Une hémorragie que Washington ne peut plus tolérer. Nixon ferme le guichet
définitivement. Le problème posé est immédiat et existentiel. Si le dollar n'est plus garanti par rien de physique, si sa valeur repose uniquement sur la confiance dans la stabilité américaine, pourquoi le reste du monde continuerait-il à l'utiliser? Pourquoi continuerait-on à commercer en dollars, à stocker des réserves en dollars, à évaluer les matières premières en dollars? Le monde entre dans l'ère des monnaies fiduciaires, une monnaie émise par décret qui vaut ce que la confiance collective lui accorde et rien d'autre. C'est une crise de légitimité profonde pour la domination américaine. Et la réponse ne viendra pas d'une réforme monétaire. Elle viendra du désert. En octobre 1973, la guerre du Kippour éclate. L'Égypte et la Syrie attaquent Israël. Les États-Unis soutiennent Tel Aviv en armement. En représailles, les pays arabes de l'OPEP décrètent un embargo pétrolier contre les nations soutenant Israël. Les effets sont immédiats et dévastateurs. Le prix du pétrole quadruple en quelques mois. Les stations-service américaines et européennes fonctionnent à jours alternés. La croissance occidentale s'effondre dans une stagflation brutale. Washington comprend alors une vérité stratégique fondamentale. Qui contrôle le flux de pétrole mondial contrôle l'économie mondiale. Et qui contrôle l'économie mondiale contrôle la planète. En réponse à la crise de 1973, les États-Unis négocient un accord avec le roi Faisal d'Arabie Saoudite. Les termes précis restent classifiés, mais la réalité opérationnelle est bien documentée. Dès 1975, chaque membre de l'OPEP avait adopté la facturation en dollars pour ses exportations de pétrole brut. Le deal repose sur deux piliers symétriques et clairement définis. D'un côté, l'Arabie saoudite et ses alliés de l'OPEP s'engagent à vendre leur pétrole exclusivement en dollars américains. De l'autre, Washington s'engage à garantir militairement la sécurité du régime saoudien, à lui fournir des armes de pointe, à maintenir des bases dans la région. Un accord sans papier, sans traité ratifié, sans vote parlementaire, signé dans les sables du désert, et pourtant plus contraignant que n'importe quelle constitution. Les autres membres de l'OPEP suivent sans tarder. Ils n'ont guère le choix. L'Arabie saoudite fixe les règles du marché et le marché par le dollar. Voilà l'architecture. Et voilà le problème qu'elle résout d'un coup. Le dollar n'a plus besoin d'or pour avoir de la valeur. Il a quelque chose de plus puissant. Il a le pétrole. Voici maintenant la logique dans sa forme la plus nette. Et c'est là que tout devient clair. Le pétrole est la matière première la plus commercialisée au monde. Presque aucune économie moderne ne peut fonctionner sans lui. On l'utilise pour les transports, les machines, les plastiques, les engrais, les produits chimiques, la production d'électricité dans certains pays. C'est l'équivalent économique de posséder le poste de péage sur chaque autoroute majeure de l'économie mondiale. Et comme le pétrole se vend en dollars, chaque pays du monde doit d'abord obtenir des dollars pour acheter du pétrole. Prenez la Corée du Sud. Elle ne produit pratiquement pas de pétrole. Pour acheter ce pétrole auprès des Émirats, elle ne peut pas payer en won coréen. Elle doit vendre sa propre monnaie, acquérir des dollars américains et seulement ensuite acheter le pétrole dont elle a besoin. Ce mécanisme crée une demande constante et massive de dollars de la part de nations qui autrement n'auraient aucune raison particulière d'en vouloir. Cette demande structurelle donne aux États-Unis 3 avantages qui n'ont aucun équivalent dans l'histoire économique moderne. Premier avantage, le dollar reste fort mécaniquement. Quand tout le monde en a besoin, sa valeur se stabilise à un niveau élevé, sans effort particulier de la part de Washington. Deuxième avantage, et celui-là est vertigineux, les États-Unis peuvent maintenir des déficits commerciaux persistants sans souffrir des conséquences habituelles. Normalement, un pays qui importe plus qu'il n'exporte voit sa monnaie se déprécier, corrigeant le déséquilibre. Mais le besoin mondial de dollars pour acheter du pétrole contrebalance cette pression à la dépréciation, maintenant le dollar fort malgré le déséquilibre commercial. En clair, les États-Unis peuvent consommer plus qu'ils ne produisent depuis 50 ans. Et le reste du monde finance cette consommation. Troisième avantage, Washington peut utiliser les sanctions financières comme une arme de guerre totale. Exclure un pays du système de paiement en dollars, c'est lui couper l'accès à la quasi-totalité du commerce international.
Pas besoin de bombarder, pas besoin d'envahir. Il suffit de signer un décret exécutif depuis le bureau ovale. La Russie en a mesuré la portée après 2022. Et maintenant, regardons où ces dollars finissent réellement. Parce que c'est là que le système révèle toute l'étendue de son génie. Les pays producteurs de pétrole accumulent des milliards de dollars à une vitesse sans précédent dans l'histoire économique. Mais un petit pays désertique, dont l'économie locale est trop petite pour absorber ces volumes, ne peut pas simplement les stocker dans un coffre. Il doit investir. Et la question est où ? L'asymétrie qui rend ce système extraordinaire est la suivante. Les États-Unis émettent des dollars à un prix quasi nul. Ces dollars sont échangés contre du pétrole et des biens réels. Ils sont ensuite prêtés en retour au gouvernement américain sous forme de dette. Les États-Unis acquièrent des ressources réelles, sans or, sans garantie, sans contraintes externes. Ce n'est pas un emprunt normal, c'est un privilège systémique. Les pays exportateurs de pétrole du Golfe ont dirigé l'essentiel de leur surplus vers les bons du Trésor américain à court terme et les dépôts bancaires occidentaux. Ce recyclage a facilité le financement des déficits des pays importateurs de pétrole, y compris des États-Unis, en fournissant des liquidités abondantes. Selon les estimations de la Réserve fédérale américaine, les afflux étrangers vers les bons du Trésor, en grande partie alimentés par les pétrodollars, réduisent les rendements à longue durée de 40 à 100 points de base. Pour contexte, une chute de 100 milliards de dollars dans les avoirs officiels étrangers peut faire bondir le rendement des bons du Trésor à 10 ans de jusqu'à 100 points de base à court terme. Ce qui signifie que le recyclage des pétrodollars économise aux États-Unis des centaines de milliards de dollars par an en charge d'intérêt. C'est une subvention permanente de l'économie américaine par le reste du monde. La boucle, dans sa forme la plus schématique, fonctionne ainsi. Le Japon achète du pétrole en dollars. Ces dollars atterrissent à Riyad. Riyad achète des bons du Trésor à Washington. Washington utilise cet argent pour financer ses dépenses publiques et maintenir sa présence militaire dans le Golfe. Cette présence garantit la sécurité de Riyad, ce qui maintient l'accord de 1973 en place, ce qui oblige le Japon à continuer d'acheter son pétrole en dollars, round et round et round, depuis 50 ans. Ce n'était pas un empire par la conquête, c'était un empire par la circulation. Et voilà le chiffre que ce système produit dans le monde réel. Fin 2025, la dette publique américaine approchait les 37 000 milliards de dollars. Washington peut maintenir ce niveau d'endettement parce que le pétrodollar génère une demande mondiale structurelle pour ses obligations. Résultat, les États-Unis empruntent moins cher que tout autre État sur la planète. Et ce différentiel de taux se chiffre en dizaines de milliards d'économies annuelles. Or, ce cycle parfait a commencé à fissurer, lentement d'abord, puis de façon de plus en plus visible. Et cette fissure a d'abord pris la forme d'un bloc. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud à l'origine. Le bloc s'est depuis considérablement élargi. L'Iran, l'Éthiopie, l'Égypte et les Émirats arabes unis ont rejoint le bloc, et l'Arabie saoudite reste en négociation d'adhésion. Avec des producteurs pétroliers majeurs au sein du groupe, les BRICS pourraient potentiellement contrôler une part significative de la production pétrolière mondiale. Les discours sur la dédollarisation sont enflammés. Les chiffres paraissent impressionnants. Mais regardons ce qui s'est réellement construit et ce qui n'a pas avancé, sans mâcher les mots. Trump avait menacé de 100% de tarifs douaniers tout pays tentant de contourner le dollar. La pression a fonctionné sur les grandes déclarations. Le sommet des BRICS de Rio, en juillet 2025, n'a produit ni monnaie commune, ni stratégie de dédollarisation coordonnée. Le président Lula, autrefois le plus vocal sur le sujet, a discrètement retiré l'idée de l'agenda. Mais pendant que les discours s'effaçaient, la tuyauterie, elle, avançait. La plateforme Mobridge, développée conjointement par la Chine, les Émirats, l'Arabie saoudite et la Thaïlande, avait traité plus de 55 milliards de dollars de transactions d'ici fin 2025, le yuan numérique représentant 95% du volume. C'est concret, c'est opérationnel.
et ça permet aux pays du Golfe de commercer avec l'Asie en contournant silencieusement la volatilité du dollar et le risque des sanctions américaines. Et puis est arrivé l'événement que personne n'avait vu venir, avec cette forme précise. Le 9 juin 2024, l'accord pétrodollar de 1973 entre les États-Unis et l'Arabie saoudite avait expiré sans renouvellement. Ce non-renouvellement permet à Riyad d'accepter une gamme plus large de monnaies pour ses ventes de pétrole, incluant le yuan chinois, l'euro, le yen japonais et la roupie indienne. Le pacte de 1973 n'était pas mort dans un fracas. Il était en train d'être contourné, transaction par transaction, pétrolier par pétrolier. Et c'est dans ce contexte précis, avec cette infrastructure déjà en place, que l'Iran a décidé de forcer le mouvement. Voici maintenant ce que les conférences de presse du Pentagone ne vous diront jamais. Les frappes de juin 2025 ont ciblé Natanz, Fordo, Ispahan. Le programme nucléaire iranien a été retardé de 2 ans, selon l'évaluation américaine elle-même. Pas éliminé, retardé, et la Defense Intelligence Agency estimait en 2025 qu'il faudrait encore une décennie à l'Iran pour constituer un arsenal de missiles intercontinentaux. 2 ans de retard, 10 ans avant toute menace directe sur les États-Unis. Des négociations indirectes via Oman qui montrent des progrès substantiels en février 2026. Et pourtant, le 28 février 2026, Washington et Tel Aviv lancent l'opération Fureur épique. Khamenei meurt dans un bunker. Pourquoi maintenant? Parce que le nucléaire n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le détroit d'Ormuz et ce qui s'y joue. Environ 20% du pétrole commercialisé à l'échelle mondiale, soit environ 20 millions de barils par jour, transite par ce corridor maritime étroit reliant le golfe Persique à la mer d'Arabie. Plus d'un tiers du gaz naturel liquéfié mondial y passe également. Voilà ce que contrôle l'Iran depuis la rive nord de ce détroit de 40 km. Et voilà ce que l'Iran a décidé d'en faire le 5 mars 2026. Une arme de destruction financière. En conditionnant le tassage au yuan, Téhéran ne menace pas des bateaux, il menace le fondement même de l'ordre monétaire américain. Parce que si vous êtes un acheteur de pétrole asiatique et que vous pouvez choisir entre payer en dollars et ne pas recevoir votre cargaison, ou payer en yuan et recevoir votre cargaison, le calcul est simple. Ce n'est pas une théorie. Ce sont des pétroliers qui passent ou qui ne passent pas. L'histoire ne manque pas de précédents. En 2000, Saddam Hussein annonce que l'Irak n'acceptera plus que des euros pour son pétrole. Il est renversé 3 ans plus tard. En 2011, Muammar Kadhafi propose une monnaie panafricaine adossée à l'or pour remplacer le dollar dans les transactions pétrolières. L'OTAN intervient la même année. L'Iran vend son pétrole en monnaie autre que le dollar depuis 2012 et fait face depuis lors à des sanctions continues et des menaces militaires répétées. Le message n'a jamais été difficile à lire. Touché au pétrodollar et l'Empire réagit. Mais cette fois, quelque chose a changé. L'assassinat de Khamenei était un pari sur l'effondrement rapide du régime. Ce pari a échoué. Les gardiens de la révolution tiennent. Le fils de Khamenei a été désigné comme nouveau guide suprême. L'Iran a élargi son théâtre d'opération, frappant des installations américaines et des infrastructures dans les États du Golfe. Et pendant ce temps, les pétroliers en yuan continuent de passer. C'est ça, la vérité cachée de cette guerre. Pas la bombe, le dollar. Et 2 acteurs regardent la scène avec des réactions radicalement différentes. L'Europe avec terreur, la Chine avec patience. Voici maintenant le tableau que personne ne veut exposer clairement aux citoyens européens. L'Europe n'a pas décidé cette guerre, elle ne l'a pas financée, elle ne l'a pas votée. Et pourtant, c'est elle qui en supporte le coût énergétique le plus immédiat et le plus brutal. Le prix du Brent a bondi de plus de 16% depuis les frappes du 28 février, dépassant 85 $ le baril. Le gaz européen, lui, a subi une hausse de plus de 40%. La fermeture des installations qatariennes de gaz naturel liquéfié touchées par les frappes iraniennes de rétorsion a aggravé une situation déjà précaire.
Le Qatar produit 175 milliards de mètres cubes de gaz par an. Il n'existe pas de substitut immédiat à cette capacité. Le prix spot du gaz en Europe a doublé par rapport au début de janvier. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette disruption de la plus importante jamais enregistrée sur le marché pétrolier mondial. Et la présidente von der Leyen a dû admettre que les 10 premiers jours de guerre avaient déjà coûté 3 milliards d'euros supplémentaires aux contribuables européens. 3 milliards en 10 jours. Mais ce n'est pas seulement la facture de gaz qui brûle. Les industries grandes consommatrices d'énergie, chimie, engrais, agroalimentaire, verre sont exposées directement. Certaines productions sont arrêtées ou ralenties dans des filières déjà fragilisées par les surcapacités chinoises, les barrières douanières et les prix bas de l'énergie en Amérique du Nord. Et ce dernier point mérite qu'on s'y arrête. Les usines chimiques européennes ferment parce que l'énergie est trop chère. Où vont-elles rouvrir? En Chine, aux États-Unis, les deux économies dont les prix énergétiques restent comparativement bas, pendant que l'Europe s'étouffe. Les producteurs américains de pétrole de schiste, eux, regardent leurs revenus exploser avec la hausse du baril. Ils ne perdent rien dans cette guerre, ils y gagnent. Avec une croissance proche de 1%, un baril à $125 ou davantage pourrait suffire à plonger l'Europe en récession. Les États européens, avec des taux records de dette publique dans plusieurs pays, disposent de marges de manœuvre très limitées face à une désindustrialisation accélérée par la hausse des prix de l'énergie. L'ironie est complète et cruelle. L'Europe est le partenaire le plus fidèle des États-Unis depuis 1944. Elle a construit son architecture de sécurité sur la garantie américaine. Et c'est elle qui supporte le coût opérationnel d'un conflit décidé sans elle, pour défendre un système monétaire dont elle n'est pas bénéficiaire principale. Le privilège exorbitant du dollar ne profite pas à Bruxelles, il profite à Washington. Et quelqu'un à l'autre bout du monde regarde tout cela avec une attention très particulière. Finissons cet éclairage en parlant de la Chine. Parce que dans ce théâtre de conflit, Pékin joue une pièce différente. Et il faut la comprendre dans toute sa subtilité. La question que des millions de personnes posent est directe. Pourquoi la Chine ne fait-elle rien pour aider l'Iran, son partenaire stratégique, son principal fournisseur de pétrole sanctionné, son allié dans la construction d'une architecture alternative au pétrodollar? La réponse est celle d'un joueur d'échecs qui a déjà planifié 10 coups d'avance. La Chine ne fait rien parce qu'elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Elle laisse les États-Unis faire le travail à sa place. Pour les dirigeants chinois, c'est le problème de Washington. Ce cycle d'escalade dans le Golfe sert les objectifs de Pékin en augmentant le coût stratégique de la posture américaine dans la région, en distrayant Washington de la confrontation avec la Chine dans l'Indo-Pacifique et en épuisant lentement les ressources militaires et financières américaines. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est la stratégie du vide. Sun Tzu, 2000 ans avant la réunion du bureau politique de Pékin, l'avait formulé. L'art suprême de la guerre est de soumettre l'ennemi sans combattre. Pendant que Washington dépense des milliards par jour à maintenir sa présence militaire dans le Golfe, la Chine, elle, construit. Pendant que les usines européennes ferment à cause du gaz trop cher, la Chine reçoit du pétrole iranien via sa flotte de pétroliers fantômes. Des pétroliers qui utilisent des registres dans des juridictions hors de portée des sanctions américaines, qui coupent leurs transpondeurs de localisation et qui règlent leurs transactions via le système CEPS et le yuan numérique, en circuit fermé hors de portée du Trésor américain. Chaque transaction réussie en yuan qui contourne le système dollar est simultanément une preuve de concept technique pour l'évasion de sanctions et un précédent institutionnel qui normalise le règlement non-dollar dans le commerce mondial. Et voici ce que les projecteurs braqués sur les bombes font oublier. Pendant ce conflit, les industries européennes énergivores se délocalisent vers la Chine. Pendant ce conflit, les pays asiatiques testent en conditions réelles des alternatives de paiement au dollar. Pendant ce conflit, chaque milliard dépensé par le Pentagone dans le Golfe est un milliard de moins disponible pour la compétition technologique dans l'Indo-Pacifique. Et pendant ce conflit, la Chine finance ses industries,
ses semi-conducteurs, ses énergies renouvelables, sa transition vers la souveraineté technologique. La Chine n'a pas besoin de détrôner les États-Unis par une confrontation frontale. Elle laisse les États-Unis se détrôner eux-mêmes. Elle construit patiemment l'infrastructure du monde d'après. Transaction par transaction, pétrolier par pétrolier, accord bilatéral par accord bilatéral. Et quand la transition se fera, elle ne ressemblera pas à une coquette. Elle ressemblera à une évidence. Ce que cette émission vous demande de retenir, c'est ceci. Nous ne regardons pas une crise régionale. Nous regardons la fracture d'un ordre mondial cinquantenaire. En 1944, à Bretton Woods, le dollar devient l'axe du système financier mondial grâce à la puissance américaine. En 1971, Nixon décroche le dollar de l'or et crée un vide de confiance. En 1973, l'accord pétrolier avec l'Arabie saoudite comble ce vide par un ancrage nouveau, plus puissant que l'or, parce qu'il repose sur quelque chose que tout le monde consomme chaque jour. Et depuis 50 ans, ce système permet aux États-Unis de s'endetter sans limite, d'imposer des sanctions qui asphyxient des économies entières et de consommer structurellement plus qu'ils ne produisent. Ce système a toujours fonctionné parce que ces trois piliers tenaient ensemble. La production pétrolière stable dans le Golfe, la facturation de ce pétrole en dollars et la puissance militaire américaine pour garantir les deux premiers. L'Iran, en prenant le contrôle opérationnel du détroit d'Ormuz et en conditionnant le passage au yuan, a attaqué simultanément les deux premiers piliers. Et l'opération militaire américaine, en échouant à produire l'effondrement rapide du régime qu'elle ciblait, a révélé les limites du troisième. L'Europe paie l'addition, la Chine accumule les gains, et le dollar, dont la part dans les réserves mondiales est passée de 72% en 2001 à 57% aujourd'hui, continue son érosion lente, que ce conflit vient d'accélérer violemment. Le dollar ne s'effondre pas demain. Mais cette guerre vient de transformer ce qui était une dérive graduelle et contrôlée en une rupture potentielle. Et si vous pensez que ce débat est trop abstrait, trop lointain, trop éloigné de votre quotidien, permettez-moi de vous poser une question concrète. Que se passerait-il si le dollar perdait 40% de sa valeur en quelques mois? Pour vous, citoyens européens ou américains, ce serait une crise sévère. Mais pour les pays dont 90% des dépôts bancaires, 97% des crédits et la quasi-totalité des prix affichés dans les marchés sont libellés en dollars, ce serait un effondrement total, une disparition de l'épargne, une paralysie du système bancaire, un chaos économique immédiat. Ce scénario, ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité structurelle de la République démocratique du Congo aujourd'hui, un pays qui exporte des milliards de dollars de cuivre et de cobalt chaque année, dont le sous-sol contient une part significative des minerais stratégiques qui alimentent les économies mondiales, et dont pourtant 9 dépôts bancaires sur 10 ne sont pas en monnaie nationale. Un pays qui n'a strictement aucun contrôle sur la monnaie dans laquelle son économie fonctionne. Un pays qui est en ce sens l'illustration la plus radicale de ce que produit le système pétrodollar pour ceux qui en sont les victimes plutôt que les bénéficiaires. Nous avons consacré une analyse complète à cette réalité congolaise spécifique, ses mécanismes, ses causes historiques, les tentatives de sortie, leurs limites. Elle s'intitule « Dédollarisation en RDC, souveraineté ou illusion ?» et elle est disponible dès maintenant sur notre chaîne YouTube Inside News FDC. Et la question qui est posée est aussi simple que dérangeante. Est-il possible pour un pays de reconquérir sa souveraineté monétaire quand il est structurellement prisonnier d'un système qu'il n'a pas construit et qu'il ne contrôle pas? Si cette question vous interpelle, cette analyse vous attend sur la chaîne. Continuez à vérifier les sources. Continuez à regarder les cartes, pas seulement les discours. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une opinion. Ce sont des faits documentés, disponibles, que les grands récits médiatiques choisissent de ne pas assembler, parce qu'assembler ces faits conduit à des conclusions que les pouvoirs en place préfèrent que vous ne tiriez pas. Merci de votre confiance et de votre attention soutenue.
À très bientôt pour décrypter l'indécryptable. Pour Inside News RDC. Les faits d'abord. Toujours. Bonne continuation.